aussi rare en 2014. C'est à la hauteur de la table, à la hauteur de Bienvenue dans le studio des experts de l'été. Une saison entière de confinement, c'est ce que nous avons vécu. C'est l'occasion de réfléchir, c'est l'occasion de prendre un peu de distance et de se remettre en question même. Pendant tout l'été, on va faire ça. On prend l'hélicoptère, on prend de la hauteur et on tire les leçons du Covid. Aujourd'hui, on va tenter de tirer les leçons économiques de ce qui s'est passé avec un invité, Bruno Coleman, le CIO de De Grove Petercam. Bonjour. Bonjour. Auteur de nombreux livres d'économie. J'ai d'ailleurs cité le tout dernier, comme ça, c'est clair, on l'aura dit. Les librairies ont été longtemps fermées, mais maintenant elles sont ouvertes. Ça s'appelle Hypercapitalisme, le coup d'éclat permanent. Et c'est paru aux éditions Renaissance du Livre. Et alors nous avons aussi deux experts, deux chroniqueurs experts. Salma Awash, qui présente Business Club sur LN24. Et Paul Grosjean, rédacteur en chef de Lobby et de Grand Place. Bonjour. Bonjour. Alors nous traiterons de trois questions. On va parler du shopping virtuel qui risque peut-être de remplacer le shopping physique une fois pour toutes. On va aussi parler du rôle de l'État et du rôle du marché, lequel des deux peut l'emporter dans les mois à venir. Et enfin, on va aussi se demander si on peut relocaliser notre économie pour ne pas dépendre des autres pays. Et on va commencer tout de suite par cette première question. Le bond de l'e-commerce est-il durable? Est-ce que ça va durer? Bruno Coleman, votre première... Oui, je crois. C'est une tendance qui a déjà été impulsée il y a plusieurs années. Et on va sans doute vivre une période de confinement, déconfinement. Il est peu probable qu'on ait un retour à la normale rapidement. Et naturellement, l'e-commerce va s'imposer comme étant un mode de transmission des biens. Le grand danger, évidemment, c'est que ce commerce soit monopolisé par des acteurs étrangers. Et on voit aujourd'hui la faiblesse de nos économies qui n'ont pas développé d'acteurs locaux. On a développé des fournisseurs locaux, mais pas des acteurs locaux en termes logistiques. Et donc, idéalement, on devrait avoir d'autres entreprises européennes, petites ou grandes, qui s'y mettent. Malheureusement, Amazon a capturé une grande partie de cet e-commerce, tout en utilisant nos infrastructures postales, logistiques, ferrées, routières. Et donc, oui, ça va s'imposer, mais peut-être au détriment d'acteurs locaux qui n'auraient pas pu émerger ou qui n'ont pas émergé dans des temps plus Alors, la question est assez claire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour créer ces acteurs locaux? Est-ce qu'il y a moyen qu'ils se lancent, que certains existent? Oui, mais je crois d'abord qu'on devrait réguler l'intervention des opérateurs américains. Ils utilisent, comme je le disais, une partie des infrastructures. On devrait demander des compensations économiques. Quand on va aujourd'hui dans un bureau de poste, il y a un guichet pour les timbres et les lettres, il y a 4 guichets pour les colis. Et donc, en fait, il y a eu un effet d'aubaine dont ces opérateurs ont bénéficié, le monopole entraînant le monopole. Alors, on devrait d'abord avoir un accord global avec eux en termes de contribution sociétale, en termes d'investissement productif et bien sûr public, et d'autre part, avoir peut-être plus de flexibilisation pour le travail de nuit, pour le travail en équipe, avec des avantages fiscaux pour l'établissement de centres de distribution, par exemple. Prenons le cas de la Belgique, on n'a pas de centre Amazon. Il y en a en Hollande, je crois au Luxembourg, en France, Allemagne bien sûr, rien chez nous. Et donc on est un pays qui est devenu un pays de consommateurs et pas de producteurs de commerce. Donc il y a des choses à changer à ce niveau-là. Alors qu'on a toujours dit qu'on était tellement bien placé en Europe que tout devait se passer par chez nous. On est tellement bien placé qu'il n'y a rien chez nous. Salma Awash, c'est quand même aussi une bonne nouvelle l'e-commerce, non? Alors oui, effectivement, il y a plusieurs choses dans tout ce qui vient d'être dit. Voilà, la bouteille à moitié vide, la bouteille à moitié pleine. Alors il y a de bonnes nouvelles. Déjà, il faudrait qu'on arrête de penser que c'est ou le commerce physique ou le commerce digital. C'est et donc ça, c'est aujourd'hui ce vers quoi vont aller la plupart des enseignes. Déjà, on l'a vu depuis plusieurs années, c'est vraiment une grande tendance d'aller en magasin et d'avoir un relais avec des écrans, etc. Ce qu'on appelle le phygital dans le jargon. Comment on appelle ça? Phygital. Ça fait bien de dire ça à l'occasion, si vous voulez, placez-le. Ça veut dire que vous connaissez la matière. Les gens ne savent pas toujours ce que ça veut dire, mais c'est pas grave. Donc ça c'est le point positif. Et c'est vrai que pendant le confinement, en fait, Amazon a beaucoup moins fonctionné qu'avant, puisqu'ils ont été obligés de fermer leurs entrepôts en France. Et donc, plein de gens ont découvert des commerces de proximité qui ont dû se mettre un peu à la va-vite. C'était un peu à l'arrache, c'était pas bien arrangé. Mais c'était des commerces de proximité qui se sont mis à la vente en ligne avec des canaux qui n'étaient pas les canaux classiques, c'est-à-dire on passe commande, ça passe par un entrepôt, etc. Mais des canaux beaucoup plus directs. Et on en revient à ce côté plus circulaire, plus proche. Alors, on réserve et on vient chercher. On réserve, on vient chercher. Ou c'est quelqu'un du coin, un peu comme les services de livraison de nourriture. C'est un jeune étudiant
Moi, j'ai par exemple fait mes courses en ligne avec un autre système. C'est un étudiant qui va, dans les 2 heures, faire les courses, qui vous appelle parce qu'il manque un truc au supermarché et qui vous les amène. Donc là, c'est des choses beaucoup plus directes. Ça peut réinventer ça. Il y a une notion quand même qui est très importante, qui est celle qui a émergé pendant le confinement, c'est celle des biens essentiels et non essentiels. Et c'est vrai qu'il y a eu cette distinction à un moment donné. Sur Amazon même, je reprends cet exemple, vous aviez des biens qui étaient livrés avec beaucoup de retard parce que eux estimaient que c'était des biens non essentiels et que donc ils privilégiaient les autres. Et donc ça, c'est quelque chose dont il faut continuer à tenir compte pour le développement de l'e-commerce, à savoir les boutiques qui vont pouvoir se distinguer dans l'essentiel et avec des circuits plus innovants que les circuits classiques des grosses maisons. Et je suis entièrement d'accord avec Bruno Coleman, il faut revoir le système de contribution. C'est absolument pas normal la façon dont ils utilisent nos infrastructures sans payer derrière. Et je sais qu'il y a de grosses lois au niveau européen. Paul Grosjean, alors, vous voyez ça aussi comme un « et » ou un « ou » ? Un « et je vois ça sous l'angle plus microéconomique, si je puis dire, par rapport à Bruno, sous l'angle du commerce de détail. Donc la crise a accéléré le processus de digitalisation des commerces de détail. Donc là, je suis vraiment dans le petit commerce. Je ne suis pas dans les grandes enseignes. Je suis dans le commerce local, entre guillemets. Et ça, c'est peut-être le côté positif de cette crise, c'est qu'il y a beaucoup de commerçants qui se sont mis à la digitalisation. Et ça a marché, peut-être pas dans tous les cas. Et je vois qu'à Bruxelles, il y a comment dirais-je, un écosystème qui se développe. Et même via Bicentral, qui est peut-être dédié à des entreprises high-tech, ils pensent également au petit commerce, à aider le petit commerce. Et ça, je trouve que c'est aussi un message important, c'est de faire en sorte que le commerce physique, comme dit Salma, continue. Et moi, je dis clairement que le commerce physique ne mourra jamais. Évidemment, il va devoir se réinventer et devoir évoluer, mais il ne mourra jamais. C'est la bonne occasion de se numériser maintenant, Bruno Coleman ? Oui, c'est indispensable. Et je suis moins optimiste quant au fait que le petit commerce va subsister. Certains vont subsister. Mais la localisation physique, qui est devenue moins pertinente ces derniers temps, est extrêmement coûteuse. On sait qu'en Belgique, par exemple, 10% des commerces de détail, des commerces de rue ont fermé. Ce sera peut-être 20% dans un an. Et donc, il y a une réalité à savoir où se passe le lieu de commerce. Est-ce que c'est chez soi, dans un commerce, et donc est-ce que c'est de manière digitale ou de manière physique ? J'ai l'impression qu'on est en train de glisser dans un monde qui va vers le digital. C'est presque une tendance inéluctable. Ça veut donc dire que les petits commerces doivent se réinventer et peut-être eux-mêmes devenir des points de relais de distribution. Mais il faut se dire qu'un lieu physique dans lequel on accumule des marchandises, et je parle de non alimentaires essentiellement, en espérant que le commerce fasse venir des gens, c'est un modèle qui, en période de pandémie, n'est pas viable. Et on va passer à notre deuxième sujet, parce que finalement, toutes ces questions se recoupent. Quel est finalement le rôle à tenir par l'État demain, Bruno Coleman ? Est-ce que l'État doit être beaucoup plus interventionniste ? Il le sera beaucoup plus, parce que ce qu'on voit très clairement maintenant, c'est qu'on a deux modèles qui sont en train de se dissocier. On a le modèle anglo-saxon, qui est un modèle au sein duquel on veut exacerber la mobilité des personnes. Donc l'humain doit s'adapter au capital, et donc on doit le faire bouger. Et pour le faire bouger, on ne doit pas le protéger. C'est-à-dire qu'on ne va pas assurer de sécurité sociale. On crée une sorte de darwinisme social. D'ailleurs, ça a conduit à ce qu'on appelle l'immunité collective, qui est une fiction, en partant de l'idée que les humains doivent bouger et que la protection sociale n'est donnée que par l'employeur, c'est-à-dire après que l'humain se soit mu vers les lieux de croissance. Et le travail ne vient pas à lui. Non, c'est lui qui va au travail. C'est le travail qui doit être mis au travail par le capital. Et donc, dans ces pays, la protection sociale est extrêmement faible, et on voit donc que les résultats sont très mauvais d'ailleurs en termes de survie, puisque quelqu'un qui perd son boulot perd en même temps sa couverture sociale. Dans les pays européens, on a cette vertu de l'État-providence, de l'État social, qui bien sûr est fondé sur un concept complètement différent des pays anglo-saxons. Il est fondé sur l'immobilité des personnes, puisqu'en fait, le contrat implicite, c'est qu'un humain reçoit quelque chose de l'État jusqu'à l'âge où il commence à travailler, allocation de naissance, enseignement, il contribue à l'État quand il travaille, il reçoit à nouveau sous forme de revenus différés, pension et retraite. Et donc c'est un pays où on ne demande pas à l'humain de bouger, c'est un système au sein duquel on veut que l'humain reste plus ou moins immobile. Et la contrepartie, le confort de ce système, c'est qu'on paye beaucoup d'impôts, mais qu'on reçoit une couverture sociale. Et donc maintenant, on a deux modèles. Et je pense que le modèle européen a montré sa supériorité, même si on n'a pas été parfait en termes de gestion de la pandémie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que demain, nos sociétés vont devoir faire un choix. Ou bien un choix de flexibilisation complète, comme aux États-Unis, mais avec des dissociations sociales, des inégalités qui seront intolérables, ou bien repenser le rôle de l'État dans un nouveau pacte social, fiscal, en redélimitant bien
ce qui ressortit à l'État, quels sont les biens publics, les services publics qui doivent être assurés, parce que voilà, ça fait partie du contrat général. Ça veut dire davantage de services publics qu'aujourd'hui? Non, ça veut dire que les services publics peuvent être modifiés. L'État ne doit pas tout faire. Dès qu'un secteur est en concurrence, l'État doit peut-être ne pas être présent. Mais dans les secteurs qui relèvent non marchands, non concurrentiels, l'État doit être là. En fait, on ne gère pas un État comme une entreprise. Que cherche fondamentalement une entreprise? Que cherche le marché? Le monopole temporaire. Pour pouvoir, fugacement, temporairement, imposer par le monopole le prix des biens et des services que l'entreprise fournit. L'État, lui, doit gérer la prospérité, les équilibres sociaux sur le long terme. Il ne peut donc pas chercher un monopole, au contraire, c'est l'inverse. Et donc, on devra redélimiter les services qui ressortissent au privé et au public. Salma Aouache. De nouveau, il y a toujours plein d'éléments dans ce que Bruno Coleman raconte. Moi, j'entends quelque chose d'encore plus philosophique. Je me demande si l'État ne devrait pas se poser la question de savoir vers quel modèle de croissance il veut aller. Parce qu'en réalité, ce à quoi on est en train d'assister aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte qu'on ne peut pas privilégier, on l'a dit tout le temps, l'économie et la santé, même s'il faut complètement arrêter d'opposer les deux, parce qu'on sait très bien qu'à un moment donné, la misère sociale entraîne aussi des problèmes, la misère sociale entraîne des problèmes de santé aussi. Et donc là, tout doucement, il y a plein de pays qui sont en train de se rendre compte qu'ils ne peuvent pas continuer comme ça à verrouiller et à reconfiner parce que c'est beaucoup trop coûteux. Mais philosophiquement, il y a un choix de se dire si je suis un État-providence, si j'interviens dans des domaines de l'économie, je ne peux pas attendre de ces domaines-là, pour moi en tout cas, d'avoir un certain type de rentabilité. Donc il y a quelque chose à faire, il y a une paix à faire avec le modèle de croissance où à chaque fois on communique des données en disant on est en décroissance, notre croissance n'est pas bonne, ce qui en plus a un côté autoprophétique, c'est-à-dire que si on vous dit que voilà, les prévisions de croissance sont mauvaises, vous n'allez pas forcément engendrer la confiance chez les consommateurs qui ne vont pas consommer et donc pas de consommation, pas de relance. Donc il y a quelque chose pour moi où on est encore un peu dans l'ambivalence entre la performance et entre à la fois le fait d'assurer le bien-être de tout un chacun et d'assurer son modèle social. Bruno Coleman, pendant la crise, est-ce que vous avez eu l'impression que certains se sont dit oui, c'est comme ça qu'on a envie de vivre dans le confinement, avec peu de croissance? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut tenir le coup sur plusieurs mois? Non, mais je pense qu'à titre personnel, il y a eu un sentiment peut-être d'abandon, de proximité avec la nature, de temps retrouvé, de pollution sonore, visuelle qui avait disparu. Mais en réalité, une économie doit croître. Et on le voit très bien maintenant. Ceux qui plaidaient pour la décroissance ont in casu exactement ce à quoi ça conduit. Des inégalités sociales, un État qui doit devoir s'endetter immensément et une difficulté de mettre les gens au travail. Donc, je ne dis pas que c'est mauvais ce qu'on fait maintenant, au contraire, c'est très bien. Mais pour avoir une convergence globale des niveaux de vie, pour diminuer les inégalités sociales, à périmètre de l'État équivalent, on doit avoir de la croissance. C'est évident. Donc, soit on envahit les pays voisins, soit on se débrouille pour garder de la croissance. Oui, c'est pour ça qu'il faut trouver un équilibre nouveau, mais qui est trouvable, à mon avis. Paul Grosjean. Oui, je voulais compléter Bruno, entre guillemets, qui parlait du modèle rhénan, qui est supérieur, là je suis tout à fait d'accord avec lui. J'ajoute une dimension qui est le plan. Le plan, et donc il y a un peu un retour du plan, si je puis dire, au sens gaulien du terme d'ailleurs. Et donc on est à la fois entre le modèle allemand et le modèle français, et la preuve c'est que Merkel a lancé son plan industriel, que Macron a quand même lancé des plans plus sectoriels, si je puis dire. Mais je crois qu'en période de crise comme celle-ci, la notion de plan est très importante. Donc je ne parle pas d'un État interventionniste, mais un État qui donne des impulsions et qui essaie quand même de sauver des secteurs stratégiques. Et donc le plan, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel et qui est évidemment très difficile à appliquer en Belgique dans un pays qui, du point de vue institutionnel, est ingérable. Qu'est-ce qu'on doit sauver en Belgique? La vision de planificatrice en Belgique, c'est quoi? Il n'y en a pas du tout, puisqu'on est parti de l'idée que comme le marché savait mieux que les États, on n'a pas eu besoin de l'État. Et donc le pouvoir public s'est dilué dans un magma incompréhensible, et on a profité du fait que le marché était là pour diminuer la valeur ajoutée de chaque homme politique. Donc on a quelque chose qui est innommable à deux égards. On ne comprend pas l'ensemble, on ne comprend pas les particularités. Mais la notion, et Paul Grosjean parle d'État stratège, d'État vigie, ça a du sens. Mais quand on y pense, en 1945, on est passé des tickets de rationnement à 13 ans plus tard, l'expo universelle de 58. Pourquoi? Parce que des gens se sont dit, voilà le point de départ, voilà le plan d'arrivée, et on va mettre en œuvre, avec le secteur privé,
des investissements productifs. Eh bien, aujourd'hui, on n'a plus rien. Aujourd'hui, les investissements productifs ne représentent plus que 5% du budget de l'État et sans doute encore beaucoup moins maintenant. Et donc, on a laissé tomber des secteurs entiers. On a dénationalisé des secteurs qui auraient peut-être dû l'être. Et c'est pire que ça, certains maintenant appartiennent à l'étranger. Donc, c'est une erreur du jugement complète. La spontanéité du marché n'apporte pas les équilibres sociaux. Mais ça nous amène à la troisième question. Est-ce qu'on peut relocaliser, peut-on tout relocaliser? Est-ce que c'est possible de ramener des industries en Belgique? Très difficilement, parce que les entreprises privées cherchent les avantages concurrentiels, c'est-à-dire cherchent d'abord à être proches de leurs consommateurs, mais cherchent les endroits où les coûts de production sont les moins élevés. Ça, c'est la logique de Pareto, enfin de toute une série de Ricardo, de toute une série de penseurs. Et donc, on ne va pas renationaliser ce qui n'est pas renationalisable. Par contre, on peut relocaliser avec des filières industrielles ce qui doit l'être. 2 exemples. La France a complètement perdu l'industrie textile de luxe. L'Italie l'a conservée. Pourquoi? Parce que l'Italie a choisi volontairement de garder des centres de compétences. Et donc, il y aura un choix à faire. Un choix, c'est dirigiste, évidemment. Ça peut paraître étant contraire à la spontanéité de l'économie de marché, mais le choix, ça peut être de dire tel et tel secteur vont bénéficier davantage parce qu'on veut les relocaliser. Et ça peut être fait dans différents domaines, la téléphonie, l'énergie. Comment imaginer d'avoir une politique énergétique qui ne soit pas européenne? Ça n'a absolument aucun sens. On voit bien... Mais on parle de relocaliser en Europe ou relocaliser en Belgique? Mais je crois que relocaliser en Belgique est quasiment vain. C'est quasiment vain. On peut le faire pour des petites entreprises, mais en Europe, certainement, oui. Salma Awash. Je crois que la principale question qu'on doit quand même se poser, c'est qu'est-ce qu'on est prêt en tant que consommateur à payer pour nos biens et services. On s'est quand même habitué à avoir plein de choses, à avoir un choix incroyable. Vous parliez de l'après-guerre, il y a eu la reconstruction, on a eu les 30 Glorieuses. Enfin, c'était quand même le modèle de réussite, le modèle de succès, c'était d'avoir ces hyper avec tous ces rayons, tous ces biens de consommation qui n'étaient pas chers. Et aujourd'hui, on s'est habitué à ça. À quoi on est prêt à renoncer aujourd'hui pour cette relocalisation? Parce que sinon, ça sera qu'un discours qui sera sympa, mais qui est irréalisable, parce que ça veut dire qu'il va y avoir des augmentations de coûts. Éventuellement, l'État pourrait s'y retrouver parce qu'il va avoir effectivement un nouveau type de rentrée. Mais est-ce que les gens vont suivre? Est-ce que les gens aujourd'hui sont prêts à renoncer? On a parlé de relocalisation, on n'a pas parlé de l'aérien, qui c'est quand même un secteur qui a été hautement sous tension ces temps-ci et qui ne nous appartient pas et pour lequel on a dû quand même négocier et se poser des vraies questions. Est-ce que c'est un secteur stratégique pour nous ou pas? Mais pour revenir à ça de façon plus microéconomique, si vous prenez les gens qui ont l'habitude de voyager en charter, en low cost, pour qui les vacances 2 fois par an sont devenues normales, et leur expliquer qu'aujourd'hui on relocalise et qu'on revient derrière, il va falloir une sérieuse dose de pédagogie, parce qu'autrement ça ne va pas passer. Paul Grandjean. Mais je crois que la notion de plan au niveau national belge est inexistante. Mais par contre, au niveau régional, je serais déjà un peu plus nuancé. Il y a eu le plan Marshall qui a quand même mis en avant voilà, certains secteurs comme le biopharma, par exemple, qui sont des secteurs d'excellence en Belgique. Et à Bruxelles alors Bruxelles, ça c'est le problème, c'est que évidemment c'est une économie totalement ouverte, si je puis dire, et que les gens qui produisent à Bruxelles n'habitent peut-être pas à Bruxelles. Mais si je veux quand même continuer sur la relocalisation, il y a un secteur, à mon avis, il faut relocaliser, c'est la culture. En France, ils l'ont fait dans le cinéma, par exemple. Le cinéma français existe toujours, c'est aussi un secteur industriel, entre guillemets, et je trouve qu'il y a un savoir-faire dans le domaine de la culture et qu'il faut le faire en termes économiques, investir dans la culture. Quoi. Est-ce que c'est vraiment une économie de marché, ça, la culture? Est-ce que ce n'est pas plutôt quelque chose qui fonctionne justement avec l'aide d'un État planificateur? Oui, je pense que de manière spontanée, la culture n'est pas rentable. Non, ce à quoi il faut réfléchir, c'est aux filières industrielles. Voilà. Donc bien se demander dans quel secteur on veut être. On avait fait ce pari dans les années 70, avec ce qu'on appelait les 5 secteurs nationaux. On s'est trompé, parce qu'en fait, ils sont tous tombés en désuétude. La sidérurgie, notamment. Oui, mais aujourd'hui, il y a quand même, on voit les pistes d'avenir. Si on parle d'e-commerce, on peut imaginer d'avoir des avantages pour des centres de dépôt, des centres logistiques. On peut très bien imaginer dans le domaine énergétique de repenser, on n'est nulle part dans le domaine énergétique. On a les centrales qui arrivent en bout de course, peut-être pas, on verra bien. On doit maintenant repasser aux centrales au gaz. Il y a plein d'initiatives, on a beaucoup d'intelligence dans ce pays, et donc il faut y repenser. Et donc, mais évidemment, dans un pays qui n'a pas de gouvernement depuis 1 an et demi, dont le gouvernement ne représente même pas 30% de la population, c'est pas possible. Donc il faut maintenant repenser. On devrait imaginer une immense convention civile, un nouveau congrès, comme il y a eu en 1830, non pas pour parler de système politique, mais pour parler de politique industrielle. Et ça doit être fait dans différents domaines, d'ailleurs, je pense. Et vous qui êtes dans le secteur financier, là aussi, il a été touché très fort, ce secteur financier, qui déjà était en pleine numérisation et en perte d'emploi, en diminution de points logistiques. Est-ce que ça va continuer? Mais il est en bon état, parce que le secteur financier a été solidifié en 2008.
Mais et donc il est rentable, il est sécurisé, mais il n'est pas en bon état parce qu'on est un pays avec le taux d'épargne le plus élevé du monde, quasiment, et on n'a pas réussi à créer un écosystème que le Luxembourg a réussi à constituer avec une population de 300 000 habitants. Simplement parce qu'ils ont été plus habiles. Et donc un écosystème financier, ça veut dire des cabinets d'avocats, ça veut dire des cabinets d'audit, ça veut dire des gestionnaires de fonds, c'est-à-dire un foisonnement extraordinaire. Si on avait fait comme le Luxembourg, on aurait 2 à 3 fois plus de personnes employées dans le secteur financier. Vous imaginez le gisement d'emplois que ça aurait créé, et tout ça, ça a été débattu, puis bien sûr oublié, parce qu'en Belgique, une fois que tout a été dit et fait, plus c'est dit que fait. Mais donc, on aurait pu, et on peut copier dans différents pays ce qu'on appelle des filières. On aurait pu être Luxembourg financier. C'est une filière aussi, pour vous, intéressante. Absolument. Salma Awash. Pour rebondir là-dessus, quand même, c'est vrai que le Luxembourg a profité d'un statut quand même spécial pendant quelques années, et même si le statut a été retiré, le secret fiscal, il a réussi à s'installer de façon tellement durable qu'aujourd'hui, c'est la référence. Mais il y a une possibilité qu'on avait identifiée, notamment après le Brexit. Souvenez-vous, on en avait parlé, on pouvait potentiellement ravoir des talents et réenclencher une place plus intéressante. Je pense que c'est pas tout à fait perdu. Je veux quand même ajouter un élément qui est important. On parlait donc du secteur financier qui devrait se réinventer. Je ne sais pas si vous avez vu l'étude de la FSMA, mais les jeunes se sont lâchés pendant le confinement sur les produits boursiers. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose en fait dans l'offre qu'on est en train de proposer aux gens qui mérite d'être sectorisé et d'avoir aussi ce côté air du temps. Pourquoi les jeunes ont eu envie, les millénials ont eu envie d'investir en bourse? Parce qu'ils ont bien senti que c'était une descente et que ça pouvait remonter, qu'ils avaient une aversion au risque qui était beaucoup moins élevée que les gens de notre génération, qui pensons d'abord à thésauriser. Donc il y a peut-être une opportunité, et je la pose à Bruno Coleman, de faire une éducation et une pédagogie envers les jeunes, vers les marchés financiers, alors que là, aujourd'hui, on voit bien que ça peut marcher. Oui, mais non, mais c'est fait, c'est bien fait, mais ça ne va pas changer une économie, parce qu'acheter un titre ne crée pas un écosystème de par soi-même. Non, ce qu'il faut, c'est un écosystème d'entrepreneuriat, de création de valeur ajoutée, c'est de nouveau ce que le Luxembourg a fait. Pourquoi est-ce que le Luxembourg est devenu le 2e centre mondial de création de SICAV? Enfin, comment est-ce qu'un pays qui était basé sur le secret bancaire et la gestion privée a réussi à devenir le 2e acteur du monde en matière de gestion collective? C'est absolument incroyable. Simplement en étant plus souple, plus visionnaire, plus habile, en ne perdant pas son temps dans des débats inutiles et en étant attractif, flexible, ouvert. On aurait pu l'être. Et tous les ministres des Finances ont fait des commissions de place. Je me souviens d'Idi Renders, le chef des cabinets, l'avait essayé en 2006-2007, mais ça tombe toujours dans les corbeilles à papier. On aurait pu, et donc si un pays, on doit observer les pays. Pourquoi est-ce que l'Allemagne... Et les copier. Mais bien sûr. Pourquoi est-ce que l'Allemagne a réussi à créer ce qu'on appelle le Mittelstand, c'est-à-dire ce tissu de PME extraordinairement rentable, alors que nous avons une frontière commune avec cette même Allemagne, et qu'en Wallonie, on n'a pas réussi, sauf avec le plan Marshall, Paul Grosjean y faisait référence, à développer quelque chose. Simplement parce qu'on manque de vision, on manque de proactivité intellectuelle, on a un biais cognitif qui nous fait répéter tout le temps les mêmes schémas. Paul Grosjean. Il y a quelque chose qui me frappe en Belgique, je ne sais pas si Bruno sera d'accord, c'est le manque de culture économique, de connaissances basiques de l'économie du côté wallon et pas du côté flamand. Le flamand comprend l'économie, et c'est sans doute une question d'enseignement, mais ça fait une différence énorme. On va rajouter ça aussi dans le programme. Voilà. On va en parler à Caroline Désir pour le rajouter. C'est peut-être une bonne idée. J'ai une dernière question pour vous, Bruno Coleman, une question bonus. Les multinationales sont-elles condamnées à payer des impôts partout, et notamment en Belgique? Immanquablement. Immanquablement, parce que d'abord, il y a depuis 20 ans des tentatives de taxation au niveau européen. La clé de répartition est difficile à déterminer. Est-ce que c'est le chiffre d'affaires, le personnel employé, la valeur ajoutée? Mais un jour, ça va arriver, ça c'est certain. Et même si les taxes GAFA de ce monde sont réfutées par les États-Unis, on va devoir les imposer, simplement parce qu'il faut une contrepartie à l'utilisation de nos infrastructures. Je répète, ce sont les bureaux de poste, les autoroutes, les chemins de fer, tout ça est une réalité. Ils doivent payer. Bien sûr, comme on demande des compensations industrielles quand on fabrique un avion dont on va acheter les composantes aux États-Unis. On a vu aussi pendant cette crise que le cash disparaissait petit à petit au profit des paiements électroniques. Oui. Est-ce que ça va être durable, ça? C'était déjà une tendance. Je pense que de plus en plus l'argent va devenir électronique. C'est une mutation. On est passé de l'or aux billets et aux pièces, aux cartes magnétiques et maintenant à des smartphones et autres. Oui, et ce n'est pas une mauvaise tendance d'ailleurs, parce que ça permet d'éviter ce qu'on appelle les coûts de friction dans la manipulation de l'argent. Et la fraude fiscale.
Voilà, ben ça c'est certainement le bon mot pour terminer. Merci pour ce moment de réflexion, merci à tous. On se retrouve samedi prochain pour une autre leçon du Covid à tirer. Cette fois-ci, on tirera les leçons scientifiques du Covid avec le professeur de physique Pasquale Nardone de l'ULB. Bon week-end d'ici là, bye. Il négociera en 2014 à la hauteur de la table.